Bonjour à tous, bonjour Sylvain. Bonjour. On vous l'avait promis, on se retrouve dans notre configuration canapé pour débriefer avec vous le Salon d'Essonne. On a quand même mis nos beaux t-shirts Un Monde de Jeux, parce que c'est une émission d'un monde de jeux. Ouais. Et cette vidéo, elle va être un petit peu particulière, on va la découper en deux parties. Dans une première partie, on va partager avec vous le Salon d'Essonne, donc notre ressenti sur ce salon, avec quelques photos, quelques images qu'on a prises là-bas. C'est un salon qu'on fait d'une manière un petit peu particulière, pas forcément comme tous les visiteurs. On ne reste que 3 jours, les 3 jours où il y a le moins d'affluence, le mercredi, Jeudi et vendredi. qui est un jour pro, Ouais. le jeudi et le vendredi, et on part au moment où tout le monde arrive, parce qu'on se regroupe ici, dans nos contrées du Haut-Doubs, pour jouer à un maximum de jeux de société, et c'est l'objet de cette chaîne, vous partagez avec vous notre ressenti, les jeux qu'on a aimés, nos coups de cœur éventuels, et puis peut-être ceux qu'on a le moins aimés aussi. Tu vas pas pouvoir rester pour la seconde partie de la vidéo. Parce que donc moi la semaine prochaine j'ai un vrai travail qui me permet de gagner ma vie. Donc malheureusement je pourrais pas être là pour jouer au jeu. Mais heureusement Jube et Jérôme vont arriver en renfort. Voilà. Donc ce sera l'objet de la deuxième partie de cette vidéo. Vous aurez donc des petites interviews avec Jube, Jérôme et toi. Vous allez parler un petit peu de ce que vous avez aimé ou moins aimé. On va faire très court, on va juste se retrouver ici, puis on vous dira ce qu'on a préféré parmi tous les jeux qu'on a eu l'occasion de découvrir. Très bien. On attaque ? On attaque directement. Première image. Et on commence directement par le showroom. Alors le showroom, c'est l'espace auquel on a accès que le mercredi pendant une petite partie de la journée. Ouais, parce qu'on arrive un peu tard et donc là c'est réservé vraiment aux professionnels. Donc, et nous on y accède, mais on a du mal à y accéder chaque année. Ben oui, parce qu'il faut demander une carte de presse. Je l'ai obtenue, puisque quand même Un Monde de Jeux, c'est un site très important, avec des vidéos très vues. Donc j'arrive à l'obtenir. C'est compliqué parce il nous demande notre numéro de carte de presse, il nous demande les précédents articles qu'on a fait les années d'avant, les vidéos qu'on a fait. Ça nous permet d'obtenir cet accès, mais on n'a qu'une seule entrée presse. Et on est deux. Donc, donc je c'est pas laisse pratique. imaginer le côté compliqué. Il faut ruser un petit peu pour rentrer les deux, pour regarder un petit peu tous les jeux auxquels on aura accès pendant le salon. Ça permet d'avoir une bonne idée de ce qui existe. Bien sûr, c'est un bon aperçu de ce qu'on peut voir sur le salon. Après, nous, on arrive toujours un peu tard. Donc généralement, on arrive, on est content, on commence le showroom et on apprend rapidement que le salon va fermer, enfin que le showroom va fermer, et on n'a pas eu le temps cette année de faire tout le tour. On vient de voir Crystal Palace, c'est un jeu que j'avais repéré, que j'avais très envie d'avoir. Je l'avais même précommandé chez Feuerland. Et puis je me suis rendu compte que Superlude allait le sortir en français. Donc je vais attendre un petit peu. C'est pour ça que celui-ci, on ne vous en parlera pas tout de suite, même si ça fait partie des sorties d'Essonne dont on a très envie de parler. On a fait quelques prises de vue du salon. Alors ça vous donnera pas forcément une très bonne idée de ce que c'est Essonne. C'est très très grand et j'ai pas fait de prise de vue en accéléré de tout l'étendue pour vous donner une bonne impression. Ça aurait été même compliqué parce que Essonne c'est très très grand. C'est 6 halls, c'est réparti en 6 halls. Ils sont assez différents. Le hall 1, c'est les gros éditeurs. Ça va ressembler un petit peu à un festival dans le premier hall jusqu'au 3e. Ouais. Parce qu'on aura quand même de la place pour s'asseoir, pour jouer au jeu. Il y a des animateurs qui seront présents quand même pour essayer les jeux. Et plus on va s'éloigner, donc 4, 5 et 6, là on aura plus ce côté vraiment hypermarché dans lequel les éditeurs sont là pour vendre leurs jeux. Donc là c'est vraiment, on découvre, enfin on achète, on sait déjà ce qu'on veut ou on prend par curiosité, mais on a moins cette possibilité de découvrir. Dans les halls 1, 2 et 3, il y a beaucoup d'éditeurs français, puisque les éditeurs français font partie des plus gros éditeurs maintenant, avec des stands qui sont magnifiques. Ici on voit le stand Yellow. Oui, c'est le stand Yellow, c'est ça. Avec notamment la partie sur Ishtar, c'est super. Il y avait des petites tables très originales qui ne ressemblent pas du tout aux autres stands. Les éditeurs français se donnent du mal pour donner une impression particulière, mettre les joueurs dans l'ambiance. Et là, on voit le village français. Donc ça, c'est un espace dans le hall 4 si je me souviens, qui concerne des éditeurs plus petits. Il y a les très gros éditeurs comme Yellow, Gigamic, Asmodée, tous ceux-là qui seront dans les halls 1, 2 et 3. Qui auront leur stand dédié. Et on a des éditeurs très créatifs, très originaux, nos éditeurs français, mais les petites structures qui se réunissent ensemble pour créer ce qu'ils appellent le village, où il y a une ambiance un petit peu particulière, comme dans un village tout le monde se connaît. Et donc voilà, le village, comme tu dis, c'est vraiment, on entre dedans, et là on est dans cet espace-là où on a plusieurs éditeurs qui vont, pareil, présenter un petit peu leur jeu. Et je pense que c'est un des endroits les plus intéressants du salon pour les étrangers notamment, parce que nous on connaissait un peu tous ces jeux-là, on les avait vus pour la plupart lors du salon du festival de Vichy, mais pour les joueurs étrangers, ce sont vraiment de très très bons jeux. C'était un endroit à mon avis assez important pour le festival.
Alors ça, c'est une des vidéos que tu as prises. Tu as filmé le stand Asmodée, mais le stand de vidéo. Ouais, c'est ça. Donc là, on voit qu'eux, ils ont vraiment un très très gros dispositif. J'ai l'impression d'être dans une émission télé. Donc on voit là, ils sont en train de parler. Je vais voir après, on va montrer un petit peu les caméras. Et donc ils discutent. Je sais pas s'ils sont diffusés peut-être sur Twitch en direct pendant Oui, qu'ils c'est font Twitch. ça. D'accord. Donc là, on regarde le matos qu'il y a et j'avais même vu, il parlait d'une émission, et après, hop, ça coupait, il y avait un montage qui se faisait, il se retrouvait sur la table juste derrière pour faire une partie. Enfin, c'est vraiment, on voit les gros moyens qui sont mis en œuvre, donc là, c'est par Asmodée, et c'est assez impressionnant de voir ça. Et toi, je sais que tu rêvais aussi quand tu voyais tout le matériel, les caméras. Je rêve plus ou moins, parce que je m'y connais pas tant que ça en vidéo. Je suis impressionné par les moyens qui sont mis en œuvre. On passe à Clask. Pourquoi on a filmé ça? C'est parce que sur le stand de Clask, il y avait la possibilité de jouer, mais alors dans des petits espaces fermés, dans le noir, avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Clask, c'est un jeu dans lequel on va faire un match sur une petite table. On va essayer d'envoyer la bille dans le but adverse. Il y a plusieurs façons de gagner, je ne vais pas revenir sur le système. Mais là, il y avait un mur entre les deux joueurs, on ne se voyait pas et on pouvait jouer avec un inconnu. Juste le jeu, donc on ne savait pas avec qui on jouait. Et ce genre de petits espaces originaux, avec un principe de détourner le jeu, on le retrouvait très souvent sur différents stands. Tu as filmé un Carcassonne géant, je vois. C'est ça, là ça m'a fasciné. Alors là on n'est même pas dans un des halls, parce qu'on parlait des halls, mais il y a aussi entre les halls une galerie où on peut acheter de quoi manger, où il y a des espaces pour les plus jeunes, les enfants pour s'amuser, des trampolines, des choses comme ça. Et il y a ce genre de curiosité. Donc là voilà, on le voit, Carcassonne géant avec des tuiles géantes, c'est rigolo. Et c'est quand même un jeu qui a plus de 20 ans, oui. Et qui est encore aujourd'hui vraiment mis en avant, parce que c'est un jeu qui marche encore. Et sur le salon des scènes, ce genre de curiosité, ce genre de moyens qui sont mis en œuvre pour mettre en avant un jeu, je trouve toujours ça très sympa à voir et à montrer. Alors ça, c'est l'hôtel dans lequel nous dormons et où nous jouons. La journée, on prend pas mal de jeux. Au bout d'un moment, on a mal aux épaules parce qu'on a beaucoup de choses dans nos sacs. Et quand on est vraiment, quand on a fini d'acheter beaucoup de jeux, on retourne à l'hôtel. Et dans notre hôtel, je ne sais pas s'il faut dire le nom parce que après tout le monde va prendre le même. Ah, mais c'est bien, il y aura plein de monde. Au Brendé, donc un des hôtels qui est pas trop loin, qui est à 15 minutes à pied du salon. On a la possibilité de jouer sur place. Il y a une zone qui est ouverte, une assez grande zone, dans laquelle on peut passer du temps à déballer nos jeux, à jouer. Il y a beaucoup de Français. Pour moi, c'est très important sur un salon comme ça. J'aime bien avoir l'occasion de me faire des souvenirs aussi. Et bien voilà, on va s'arrêter là pour la première partie de la vidéo. J'espère qu'on a partagé avec vous correctement notre façon de faire Essen, que vous en avez une bonne idée. On va passer à la seconde partie de la vidéo avec Jérôme et Jube. On va vous présenter les jeux maintenant. C'est quand même le sujet de notre chaîne. Et on va te dire au revoir. Ouais. Par contre, tu n'oublieras pas de dire aux gens à la fin de la vidéo qu'il faut bien qu'ils s'abonnent, qu'ils mettent un j'aime si la vidéo plaît. Je dirai, t'inquiète pas. Merci. De votre côté, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour nous poser d'éventuelles questions. Et si vous voulez savoir un petit peu plus ce qu'on avait acheté, on avait aussi fait 2 vidéos qu'on a diffusées sur Facebook. Oui, c'est vrai. Vous pouvez les retrouver. Et comme ça, vous pourrez voir, donc sur les 2 jours, on avait fait un petit débrief rapide dans lequel on montrait les jeux qu'on avait achetés. Des vidéos beaucoup moins intéressantes parce qu'on se contentait de montrer les boîtes. C'est pour ça qu'on les a pas mis sur YouTube. On s'est posé la question. Hein. Ouais, c'est vrai. Je sais pas s'il fallait les mettre sur YouTube ou pas, mais comme pour moi c'était des vidéos jetables qui étaient intéressants le jour même et plus après, j'ai préféré pas les mettre. On se retrouve nous pour la prochaine vidéo news. Ouais, on va reprendre le fil de nos vidéos news habituelles dans lesquelles on vous présente toutes les nouveautés. Et puis faut que tu ailles travailler. Allez hop. À bientôt. Au revoir. Deuxième partie de la vidéo, on se retrouve donc cette fois-ci avec Jérôme et Jube. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Martin. On dirait pas là parce qu'on a fait un petit peu de montage, mais on vient d'enchaîner 2 jours de jeux très intensifs. On a une vingtaine de jeux autour de nous, et ce qu'on va essayer de faire, c'est de vous les présenter très rapidement. Et on va essayer de répondre à 2 questions. La première question, c'est est-ce que c'est un bon jeu pour qui il s'adresse ? Et la deuxième question, c'est est-ce que ces jeux-là vont rentrer dans nos ludothèques respectives ? Alors c'est un peu particulier parce qu'on les a tous, donc d'une certaine manière ils sont déjà dans nos ludothèques. Mais on a acheté beaucoup de jeux dans l'esprit de vous les présenter également. Et on va peut-être pas tout garder. Il y a certains jeux qui ne nous ont pas plu, qui ne nous correspondent pas. Il ne s'agit même pas de dire si ce sont de bons ou de mauvais jeux, mais on va essayer de garder des jeux qui nous correspondent. C'est surtout la question, est-ce qu'on va y rejouer ? C'est ça, oui. C'est ça, parce qu'il y a des jeux qui sont très bien, mais ils rentrent en compétition avec d'autres jeux dans une même catégorie. On les gardera peut-être pas. Je vous propose d'attaquer directement. On va commencer par celui qui est juste devant nous. Ah ! Clask ! Mais alors, c'est pas le class de base. C'est le class numéro 2 pour 4 joueurs. Avant, pour y jouer à 4, il fallait 2 Clask.
ça marchait déjà Il y bien. avait moins d'interaction. Voilà. Là, on peut y jouer à 4. Bon, c'est du Clask, c'est toujours aussi bien. Si vous connaissez Clask, c'est le même principe exactement. C'est-à-dire qu'il faut envoyer la bille dans l'embut adverse. Il y a d'autres façons de scorer. Comme pour tous les jeux, on vous les explique pas, c'est pas l'objectif de cette vidéo, on vous dit juste si ça nous a plu ou pas. À la question, est-ce que je le garde dans ma bibliothèque? Oui, absolument. J'ai pas hésité à l'acheter, celui-là, j'avais pu le tester sur le salon. Est-ce que vous allez l'acheter, vous? Eh ben, c'est possible en fonction du prix. Après, on peut poser aussi une autre question, c'est est-ce qu'on peut s'en servir comme d'une table basse pour servir l'apéritif? Et a priori, c'est le Clask A4 qui va rentrer le mieux dans cette catégorie par rapport aux autres jeux. Moi, j'irai jouer chez Jules Boucher-Martin. On continue avec Sumo Slam de chez Game Factory. Je me suis beaucoup moqué de ce jeu, mais malheureusement, j'ai l'impression que ça vous a plu. Ah oui, c'est très bien. Alors, on n'aime pas expliquer les règles, mais on va quand même montrer. On fait un terrain de sumo, voilà. On lance les dés, qui sont des sumos. Oh, il est sorti du ring, ça compte pas. Et sinon, je sais pas s'il est dans on le champ, lance, celui qui est sorti, on lance et on relance. Et étonnamment, c'est le jeu de cochon, où on lance des petits cochons et on fait groin-groin sur le dos, sur le ventre. C'est le même jeu, mais avec des sumos. Et quand on y dit ça, on a tout dit. Certains vont dire, c'est le jeu de cochon avec des sumos. Et moi, avec une moue dubitative, et d'autres vont dire hey, c'est le jeu de cochon avec des sumos. Ouais. Et voilà, donc c'est à chacun de se faire son idée, mais sachant qu'on va pas vous mentir, c'est le jeu de cochon avec des sumos. Voilà. Moi, je le prendrai pas. Je vais le laisser à Sylvain. Je sais même pas s'il est trouvable. Mais bon. Peut-être que Blue Orange va l'éditer, je ne sais pas. C'est un appel que tu lances. C'est un appel. Mathieu, si tu Jérôme, nous entends. moi je l'achète et oui, c'est bien, c'est très bien. C'est vraiment bien. J'ai pas le jeu de cochon. Tu l'achètes? Je pense que s'il sort à un prix intéressant, je le prends, ça tient dans la boîte. Ça arrive pas souvent, je suis le seul à pas l'avoir vu. On enchaîne avec l'autre jeu que Sylvain a acheté, Avocado Smash. On va passer assez vite dessus. Ouais, c'est pas terrible. Mais après... il l'a présenté comme un Crazy Time, mais sans les pouvoirs de Crazy Time, sans la richesse de Crazy Time, sans le renouvellement de règles de Crazy Time. Voilà. Et tu maintiens. Ok, on passe à un autre jeu. Harry Potter Hogwarts Battle Defense Against the Dark Arts. Donc, Harry Potter Hogwarts Battle, on reconnaît le titre de Harry Potter Hogwarts Battle, qui était une grosse boîte pour 4 joueurs en coopératif, et avec un petit côté Legacy, Risetta, mais Legacy, où on ouvrait après chaque partie une nouvelle boîte, on rajoutait des cartes et on avait le cheminement des livres / des films, et avec les personnages qui évoluaient. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce jeu, on l'a présenté dans notre vidéo Halloween. Le gros jeu est sorti en version française il y a très peu de temps. Il n'est pas sorti, il va sortir assez prochainement, très rapidement là normalement chez Asmodée. Ouais. Et donc ça c'est pas la même base, ce sont les mêmes cartes, mais c'est un jeu de duel cette fois-ci, donc ça n'est plus coopératif et ça change tout. On va deck builder comme dans le jeu de base, et l'objectif c'est d'avoir 3 parties gagnées contre l'autre, donc ça se joue entre 3 et 5 manches. Et ce qui est intéressant, c'est qu'entre chaque partie, on garde son deck. On retouille l'entièreté de ses cartes, mais on recommence avec le deck tel qu'on l'a construit. Donc deck building nerveux pour 2 joueurs, je ne peux pas en parler, moi je n'y ai pas joué, mais je l'ai déjà acheté, donc si j'aime je le garderai. Toi tu et moi je vais le rentrer. Voilà. Et Jérôme n'y a pas joué, donc tu ne seras pas d'avis pour l'instant, c'est un jeu à 2, on n'a pas pu tous le faire pour l'instant. On continue avec Nova Luna, qui est un Rosenberg, qui est sorti à Essen, édité par Pegasus Spiel. C'est un mix de 2 jeux de Patchwork et de Habitat, un jeu que je ne connais pas. Alors c'est ce qu'on m'a dit, mais comme j'ai pas joué à Habitat, j'ai pas pu vérifier, on dit peut-être une grosse bêtise. C'est un jeu qui est co-signé par Uwe Rosenberg et Corné van Morsel. C'est un jeu dans lequel on retrouve des mécanismes de Patchwork, donc des mécanismes extrêmement familiaux, extrêmement simples, qui moi me plaisent énormément, mais avec un scoring qui va être plus gamer dans la mesure où il faut réaliser des objectifs de couleur. C'est pas très complexe, hein, ça reste assez mécanique. Ça reste très abstrait. Très abstrait, effectivement. Oui. Mais ça tourne bien. On retrouve l'idée de Patchwork, de je fais une action et puis je me déplace sur cette piste de temps et c'est celui qui est le plus en retard sur la piste de temps qui rejoue. Voilà. Sauf qu'on peut y jouer ici à 2, à 3 ou à 4. J'ai un avis partagé parce que je pense que je préfère Patchwork, qui est un de mes jeux préférés. Mais quand on compare un jeu à un de ses jeux préférés, s'il est un petit peu en dessous, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Pour l'instant, je suis content de l'avoir dans ma ludothèque. Mais moi j'aime bien, j'aurais pas Patchwork, je me poserais la question d'acheter Nova Luna, mais
Vu que j'ai Patchwork, j'ai beaucoup de jeux à acheter. Je vais peut-être pas racheter celui-ci. Jérôme, pour moi, c'est un peu trop sec, je suis pas à la cible, je pense. D'accord, ok. Blitzkrieg, On enchaîne ça, c'est avec mieux. Blitzkrieg. C'est pas un jeu qu'on a pris à Essen, on l'a reçu juste là maintenant, mais il était disponible à Essen. Il y en a beaucoup qui l'ont acheté là-bas. Il s'agit d'un jeu sur le thème de la guerre, donc ça va donner l'impression, en termes d'imagerie et en termes de thème, qu'il s'agit d'un Mais wargame. pour moi, c'est un wargame en fait. C'est pas un jeu goût wargame, c'est un wargame. Parce qu'on a la Pour volonté. toi, c'est un wargame. Ah oui, il y a la volonté de simuler un conflit. Ils tiennent compte de l'histoire de ce conflit. Il y a toutes les particularités de. Bon, alors après, on fait la Deuxième Guerre mondiale en 20 minutes. Mais je trouve ça très très bien au niveau de la volonté de simulation. Alors c'est très très abstrait, mais il y a vraiment il y a vraiment du chrome. Et pour moi, c'est un wargame. Et ça nous a beaucoup plu. Je pense à tout le non, monde. c'est bien, c'est très bien. On vous le conseille. Je pense Oui. qu'on a tous envie de l'avoir. On va regarder. On va essayer de voir voilà, où est-ce qu'on peut le trouver. On va regarder s'il y en a sur Philibert qui apparaît dans les prochains jours pour en prendre. Nine, c'est le nouveau jeu de Sorry We Are French. C'est la suite de Corio. Donc Corio avait déjà eu une extension. deuxième Chozon. Chozon qui était une deuxième itération avec un corpus de règles assez commun mais de nouveaux mécanismes. Ici on a un peu l'impression de retrouver la même chose quoi. Comme j'ai Corio, celui-ci je le trouve un petit peu plus alambiqué Voilà. avec Oui. de la manipulation de tokens qu'il n'y avait pas dans Corio, et Corio c'était quelque chose de très simple, de très élégant. Là ça remet un petit niveau de complexité qui moi me paraît pas nécessaire. Donc pour répondre à tes questions, comme j'ai Corio, moi c'est vrai que je vais rester avec mon Corio. Par contre, quelqu'un qui n'aurait pas Corio et qui n'arriverait pas à le retrouver, c'est un manque dans une ludothèque dans ce format-là. Après, donc, c'est aussi dans l'univers de Immortalate, Oui. l'univers graphique. Il y a même des personnages qu'on peut réutiliser dans donc Immortalate. c'est vrai que les gens qui ont Immortalate et Ça. qui sont fans peuvent le C'est voir également. C'est exactement comme ça que je le présenterai. Corio est un jeu relativement simple, malgré le fait qu'il y a 9 pouvoirs de cartes qu'il faut assimiler, mais après le jeu en lui-même est très simple, il peut se jouer avec un public assez large. Nine va s'adresser à un public beaucoup plus gamer, si le public adore Immortal Age, je pense que ça va beaucoup leur plaire, puisqu'il y a aussi tout cet aspect gamer avec une ambiance assez forte, un graphisme assez présent. Ça s'adresse à ce public-là. C'est vrai que personnellement, si on me demande de choisir entre les deux, je préfère Corio. On enchaîne avec Marco Polo 2. Et c'est bien. Oui, c'est bien. Alors, il faut préciser que Marco Polo, c'est un jeu de gestion, dans lequel on va jouer avec des dés. On lance une série de dés au début de la partie. On va les poser sur le plateau pour récupérer des ressources qui vont nous permettre d'avancer un personnage sur la carte en suivant les aventures de Marco Polo et également, évidemment, de scorer des points de victoire. Marco Polo 2, c'est d'une certaine manière une extension de Marco Polo parce que ça reprend tous les mécanismes. Mais comme il y avait tellement de matériel et de choses à changer dans le jeu, l'éditeur a préféré faire un stand-alone. C'est Voilà. 90% des règles qui sont conservées. Ce qui va changer, c'est qu'ils ont, pour ma part, allégé certaines contraintes. C'était beaucoup un jeu sous contrainte Marco Polo 1. Là, il y en a moins. Je pense qu'il est du coup plus accessible, mais au final, on a quand même le même sentiment. Comme dit Jérôme, il y a un petit peu moins de contraintes, je trouve, au niveau du déplacement, où vraiment, pour placer toutes ces maisons dans le premier Marco Polo, si on n'avait pas les quelques persos qui le permettaient, c'était vraiment une gageure, et puis l'histoire de toute une vie. Là, c'est beaucoup plus facile de se déplacer. Donc, voilà. Mais c'est bien. C'est très très bien. Et c'est les mêmes sensations. ça fait un peu redite, hein. Clairement. Si vous avez besoin d'un seul jeu, je ne sais pas lequel il faut prendre. Vous pouvez prendre celui-ci, hein, c'est pas gênant. Il n'y a absolument pas besoin d'avoir les trois. Moi j'aime beaucoup la gamme, donc je suis content d'avoir les trois, mais ça s'adresse vraiment aux spécialistes de ce type de jeu. Moi je vais garder mon Marco Polo 1 parce que c'est un suffit. petit peu les mêmes sensations et j'ai pas l'envie de collectionner tous les Marco Polo du monde. Moi, j'ai pas le Marco Polo, donc je pense que je vais le mettre dans ma ludothèque. C'est vrai ? Oui. Ouais. On enchaîne avec Warlord. Warlord, c'est un jeu de conquête frénétique, puisqu'on va jouer tous en même temps, en temps réel. On va faire des petits lacets qu'on va poser sur un plateau pour essayer d'occuper des forteresses. C'est très rigolo, c'est très nerveux. Après, c'est vraiment un jeu familial, accessible à tous. Familialement. Pour les familialement, je ne sais pas. Mais pour les gens qui aiment les jeux d'ambiance, plus que pour les gens qui aiment les jeux de stratégie. Ça ne s'adresse pas du tout aux joueurs de jeux à l'allemande. Il faut noter la variante
à deux équipes qui est très rigolote. Oui. Où il faut être à deux avec son bout de lacet qui représente un verre pour faire le nœud. Ouais. On ne suit pas le jeu, mais c'est tout le cœur du je vous montre le matériel. On a des lacets dans le jeu. Quand on est tout seul, on fait vite un nœud, on le pose sur le plateau. Ça nous permet de prendre le contrôle d'une zone. Et vite, on enchaîne avec un deuxième lacet. Quand on est à deux, faut faire le lacet, faut faire le nœud à deux. Donc c'est forcément un petit peu avec une seule main. C'est très compliqué. Là, dépêche-toi. Ouais, c'est bon. Hein. On se fait attaquer pendant ce temps-là. Voilà. Bon, on a bien résumé le jeu. Je pense qu'on a résumé le jeu. Maintenant, on en vient à la question, est-ce qu'il vous le faut dans votre ludothèque ? Alors moi, pas du tout. Mais voilà. C'est pas ton type de jeu. Ça veut pas dire que le jeu est mauvais, mais c'est pas du tout ton type de jeu. Moi, j'aime bien les curiosités. Donc rien que pour ça, je pourrais l'avoir. Il se trouve que je l'ai pas. Là, c'est l'exemplaire de Sylvain. Je sais pas si je vais me le prendre. Je sais pas encore. C'est pas ma priorité de jeu que j'achèterai en premier. J'ai beaucoup de priorités dans cette phrase. Non, je pense pas être la cible, et voilà. Mais si vous êtes la cible, il est sorti. Premier Contact, c'est un jeu qui est paru chez Gigamic, édité par Cosmodrome Games dans la version originale. Et c'est un jeu dans lequel il va falloir essayer de comprendre un langage extraterrestre. Certains joueurs jouent les extraterrestres, les autres jouent les humains. Et ça va jouer sur des interactions qui font fortement penser à Codenames. Oui, très fortement pensé à Codenames. Ouais, puisqu'il y a une grille de 5 mots par mot, on a une grille avec des mots à faire deviner. Codenames, ça fait appel à beaucoup l'imagination, essayer de regrouper, essayer de faire trouver des champs sémantiques communs pour voilà. Ici en fait on a vraiment beaucoup de contraintes, on est obligé de passer par cette espèce d'interface où on donne des codes pour essayer de déchiffrer. Il y a un petit côté on essaie d'apprendre aux autres des mots, mais moi ça m'a pas convaincu et je préfère jouer à Codenames, même si c'est pas complètement du Codenames. Il sera pas dans ta ludothèque, non. Moi non plus, mais je pense que c'est un jeu beaucoup plus familial en fait. On peut plus facilement y jouer avec des enfants. Oui, c'est certain. Oui. Alors que Codenames, c'est compliqué, l'intergénérationnel. Et ouais, je pense que ça s'adresse pas à la même cible. Mais moi, clairement, je suis pas la cible de Premier Contact. D'accord. Codenames, c'est un jeu littéraire. Donc j'aime beaucoup cet aspect-là. Je suis plutôt littéraire moi, à la base. Premier Contact, pour moi, n'est pas un jeu littéraire, c'est plus un jeu de déduction. On n'est pas du tout dans la même catégorie, malgré le matériel qui ressemble. Donc ça ne s'adresse pas vraiment au même public. Et je suis plus du côté de Codenames, donc c'est pas non plus le type de jeu qui me correspond le plus. Maracaibo, je sais pas comment on le prononce. C'est un jeu d'Alexander Pfister. Il y avait au moins 2 jeux, peut-être plus. J'en ai vu 2 en tout cas à Essen. C'est le premier. Et toi, tu as beaucoup apprécié. Moi, je trouve ça super. Moi, ça m'a beaucoup fait... Alors, ça m'a fait penser à plusieurs de ces jeux, notamment Great Western Trail. Dans le côté où, à son tour, on se déplace d'un certain nombre d'emplacements et on va faire les actions là où on arrive. On fait le tour des Caraïbes, en fait. Et du coup, c'est un thème pirate, et il y a tous des films de pirates dans ce jeu. C'est un jeu à l'allemande, mais qui arrive à raconter une histoire. Il y a un côté legacy qui est très léger, mais qui moi m'a beaucoup plu parce que je trouve que ça apporte un petit relief. C'est un soft legacy, c'est-à-dire qu'on peut resetter, on ne déchire pas de cartes, on ne met pas d'autocollant, mais on peut jouer les parties avec une trame narrative derrière, légère, qui vient amener des choses. Tu as parlé de Great Western Trail, il y a un petit côté aussi à la Mombasa, dans Mombasa, il y a des comptoirs qui correspondent aux différentes compagnies, et on peut investir auprès de ces compagnies, à la fin ça va faire un multiplicateur de la présence des compagnies fois combien on investit dedans. Là on a la même chose sous la forme des trois grandes puissances qui sont la France, l'Espagne et l'Angleterre, où en fait en tant que corsaire on va pouvoir se battre pour l'un ou pour l'autre et donc augmenter notre influence et avoir également un multiplicateur par rapport à l'implantation dans les Caraïbes de cette puissance. Pour moi c'est vraiment une réussite. Oui. C'est un des plus complexes de Pfister je pense. Mais ouais, c'est vraiment top. Alexander Pfister est un auteur qui a une signature. Quand on joue à ces jeux, on sait que c'est lui, vraiment. Donc c'est un auteur auquel on s'intéresse forcément. Moi, je reconnais qu'on a enchaîné énormément de jeux pendant cette session de jeu. C'était la période où j'avais un gros coup de barre. J'ai apprécié le jeu, j'ai été très mauvais pendant la partie. J'ai eu un tout petit peu de mal avec l'ergonomie. C'est très honnêtement un des jeux où je trouve que l'habillage graphique est le moins réussi. Je parle même pas du dessin, je parle vraiment de l'habillage graphique. Moi je pense que c'est plus une excuse pour expliquer ton score de merde, mais soit, je en respecte fait, c'est surtout pour insister sur le fait que 40 points de moins. J'ai peut-être 40 points de moins, c'est pas des logos qui font 40 points de moins. J'ai pas apprécié autant que l'autre jeu de Pfister, alors que vous l'avez préféré.
Nous avons Expedition to New Del, qui est l'autre Pfister narratif, avec une narration... pareil, une espèce de soft legacy, avec des parties qui peuvent s'intéresser, voilà. Mais ça m'a moins fait rêver, là, genre, il y a besoin de Tabaga, alors que là, vite, sauvez ma fille, bon sang, la peste, les corsaires. Là, Mais les mécaniques sont plus faciles à appréhender, donc pour moi qui étais un peu endormi hier, ça a été moins compliqué. Alors pour faire j'ai gagné, hein, mais bon. Oui, pour faire référence à ces anciens jeux, c'est un peu dans la même veine que Oh My Goods, un jeu qui était sorti chez Lookout, qui n'a pas été traduit, mais qui n'était qu'un jeu de cartes. Et là, il a gardé vraiment le principe, chaque carte produise des ressources, etc. Il a gardé exactement le principe, il l'a mis avec une map, on va pouvoir faire contrôler des lieux. Mais c'est bien. Pour vous deux qui qui avez été séduits par Marek Cabot, est-ce que vous allez prendre celui-là parce que ça fait un peu redite, hein, les deux dans le style. Non, il est 2 tons en dessous au niveau complexité. Et tu le prendrais ? Ouais, moi j'hésite à le prendre, mais moi j'hésite. Si j'avais le budget, je pense que je le prendrais aussi. Celui-ci, c'est le Marek Cabot, c'est sûr. Celui-ci, je vais voir. Mais non, il doublonne pas. Picture, il n'y a que moi qui y ai joué, mais j'y ai joué 2 fois. Un jeu de PD Verlag. C'est un jeu qui ne ressemble pas du tout aux autres jeux de cet éditeur. C'est celui qui nous a fait Concordia. Et toutes les versions différentes de Concordia. Ah oui, Concordia. Donc, jeu très très à la demande, mais là pas du tout. On a des images qui sont posées au centre de la table. Et il va falloir essayer de faire deviner aux autres joueurs quelles images on a récupérées en faisant des petits bricolages avec des bouts de bois, des lacets, des choses comme ça. Okay. Ça marche très bien. Pour les joueurs qui aiment bien ce type de jeu, ça vous plaira forcément. Je lui reproche peut-être le fait de ne pas avoir assez d'images. On tourne un petit peu en rond. Déjà en 2 parties, on s'est retrouvé à devoir dessiner la même chose avec le même matériel. Mais c'est une petite remarque. J'ai le public, donc je suis content de l'avoir. Je sais pas si sans un monde de jeu, je ne suis pas sûr que je l'aurais acheté. Carnival Monster, ça vient de sortir, c'est chez Gigamic. Je crois que c'était un Kickstarter. Je l'avais vu passer en Kickstarter, je ne l'avais pas pris à l'époque. Il s'agit d'un jeu de draft familial, on va dire, mais avec un thème qui l'est moins. Ouais. Oui, c'est Lovecraft. Alors, on va dire Richard Garfield. Oui. Donc voilà, déjà, ça fait une pointure. Il y a également énormément d'illustrateurs très connus. Il y a Menzel et d'autres. Voilà. Des très belles illustrations. Oui. Le thème, c'est on va aller récupérer des monstres pour aller les montrer dans nos expositions de monstres. Mais attention, certains sont dangereux et ils se trouvent dans différents territoires. Donc en fait, on va drafter des cartes pour avoir les territoires pour récupérer les monstres. Alors moi j'ai trouvé ça assez plaisant, ça se joue rapidement. C'est très fluide. Par contre, le contrôle fait que quelquefois, voilà. Peu de contrôle, mais pour ce format de jeu qui est pas très très long, ce sera un jeu de 2 heures, voilà. Mais non, mais ça passe bien, ça fait le job pour. Il y a une vraie tension sur l'argent. Il y a très peu d'argent dans le jeu. On prend des crédits et c'est rigolo ça. Donc plutôt une bonne note de notre côté. Ouais. Moi j'y jouerai en famille uniquement, je pense. Mais je suis content de l'avoir. Ouais. Moi ça m'a fait penser à Bunny Kingdom. Ouais. Mais j'ai préféré Bunny Kingdom, qui est un petit peu plus complexe et on du même contrôle auteur. Un peu plus. C'est beaucoup plus long. Hein, oui. C'est pas le même genre de partie. Ouais. Mais les sensations. C'est le même auteur. C'est du draft aussi. C'est Magnificent. C'est un jeu d'Aporta Games, donc un éditeur que moi j'aime bien, qui fait du jeu à l'allemande assez classique finalement, dans lequel on va récupérer des tuiles qui nous donnent des technologies pour... c'est pas le bon terme, j'utilise un terme générique, puisqu'on est dans l'univers du cirque, on va faire des spectacles de cirque. Vous allez calculer et programmer essentiellement. Donc c'est le type de jeu qui moi me plaise. Ce qui me fait dire aussi que ça va être compliqué de vous le conseiller vraiment, parce qu'il faut que vous reconnaissiez dans le fait d'aimer ce même genre de jeu. Pour moi, c'est super, je passe vraiment un très bon moment à jouer à ce type de jeu-là. J'ai beaucoup apprécié. C'est un jeu assez rapide. Oui. Ça, c'est plutôt plaisant. Gamer, mais rapide. Ouais. C'est vrai que c'est le point fort du jeu. Ouais. Après, c'est assez typé au niveau des illustrations. L'ensemble du matériel est assez sombre. C'est très sombre. C'est-à-dire que voilà, on a l'impression que c'est des spectacles qui se font la nuit dans des chapiteaux éclairés de loin. On a les artistes, les performeurs qui se présentent. Pareil, où c'est un petit peu torturé comme ambiance. Ça m'a un petit peu rappelé Trickerion, mais qui est vraiment un très très gros jeu, beaucoup plus lourd. Gamer. Mais voilà, il y a le même côté où on prépare un show. On va enchaîner les numéros, on prépare l'ensemble. Moi j'ai vraiment bien aimé. Oui, il y a un petit aspect de programmation qui correspond pas au cirque. Je trouve ça assez sympa. Donc celui-ci, pour moi, il est en haut de ma liste des Sun de cette année.
Alors moi j'y jouerais bien, mais je l'achèterais pas. On enchaîne avec Hera, qui est d'une certaine manière la réédition de Rolls Through the Edges, qui était un très beau jeu en bois, l'ancêtre des Roll and Ride, en tout cas de la mode des Roll and Ride, parce que l'ancêtre c'est le Yams. Cette fois-ci, le plateau est en plastique. Il y a plus de mécanique, il y a plus de systèmes. Il y a beaucoup de bâtiments. En fait, le plateau, ça va être une grille avec des trous. Et on a beaucoup de bâtiments où on va créer une ville entourée de murailles avec les champs, etc. Donc c'est assez ludique en fait de faire sa ville, parce qu'en plus l'emplacement des bâtiments les uns par rapport aux autres a une importance quand arrivent les épidémies ou ce genre de choses. Donc le matériel est vraiment sympathique. On retrouve les mécanismes du premier, et là on va dire 3 points de suspension. Mais c'est peut-être un peu trop long pour un Roll and Ride en fait. Clairement celui-ci, je vais pas le sortir entre deux autres jeux. C'est trop lourd, il y a trop de matos. Ouais, c'est un peu surédité. Après, moi, ce qui me gêne plus, c'est le paravent et qu'on doit lancer nos dés dans notre coin. Enfin, moi, j'aime beaucoup le côté, je construis ma petite ville, je mets les. Je pense que ça peut vraiment plaire. Je vais vous conseiller Macao pour ce système. Je sais pas si tu as joué à Macao, qui est un jeu aléa, qui est aussi un ancêtre du Roll and Ride, où tu fais ta petite ville. Et il est vraiment très très bien. Celui-ci est vraiment très très moins bien, je trouve. On va pas le sauver. On ne les rentre pas dans notre bibliothèque, on a aussi dit du mal de certains jeux. Et on va enchaîner avec Echoes. The First Continent, de chez AEG. Oui, un éditeur qu'on aime vraiment beaucoup, par John Dickler, un auteur qu'on aime plutôt bien. Et c'est un jeu qui nous a fait très fortement penser à Augustus. Oh oui. Puisque c'est un jeu dans lequel on a un sac. Augustus, vous le connaissez peut-être. Il est mort. C'est pas très loin. C'est pas très loin du bingo. On va piocher des jetons dans un sac et chaque joueur va pouvoir les poser. Alors Augustus va pouvoir remplir une petite carte de bingo, mais qui sont des cartes objectives, puisqu'on est dans le jeu de société moderne. Des territoires ou des personnages. Augustus, c'était très bien. On attend toujours la réédition. Echoes, c'est moins bien. On a le même genre de choses, sauf que on va débloquer des cartes de pouvoir et avec beaucoup d'effets qui sont un petit peu confuses, et qu'en plus on va pouvoir jouer entre 1 et 4 fois chacune, donc ça recomplexifie, et on va construire un petit plateau, alors très joli, sur lequel on va mettre des petits gnous, des petits hippopotames, etc. Et il y a trop de choses à gérer, et c'est beaucoup trop long, quoi. Et on contrôle que dalle. Je vois pas où j'ai dit du bien pour l'instant. Il y a des gnous, très beaux gnous. Non, le matériel est sans faute au niveau matériel. Ce qui est d'autant plus dommage qu'on n'ait plus trop envie d'y jouer, alors que le matériel est chouette. C'est un gros jeu. C'est l'éditeur qui nous l'a donné à Essen. On était très contents. Il avait revu la vidéo qu'on avait fait sur Too Many Bones, dont on avait parlé en beaucoup de bien. Cloudspire, c'est le nouveau jeu de cette catégorie. C'est plutôt un Tower Defense. On va vous en parler parce que c'est vraiment super bien. Oui, mais est-ce qu'on en parle là ou est-ce que... on va juste vous teaser le fait qu'on va en faire une vidéo. Oui. Que dire de plus ? Il y a énormément de matériel dedans, il y a plein de jetons de poker. Ouais. C'est la patte de Cheap Theory Games, c'est-à-dire qu'un matos avec du jeton de poker et du néoprène à outrance. La boîte est très très lourde. Hein. Je crois que Martin, t'as gagné du muscle en le transportant dans les lots. Je suis sûr que c'est Sylvain qui l'a porté. Mais bon. Et on va vous refaire une vidéo pour en parler un peu plus en détail. On va en parler plus en détail. Toi, tu me cites les STR. Non, les MOBA. En fait, il l'avait présenté comme un MOBA Tower Defense. Okay. On enchaîne avec une autre grosse boîte. C'est un jeu qui me faisait rêver depuis très longtemps, puisqu'il s'agit de Edge of Darkness, un jeu qui réutilise le système de card crafting système, donc des petites fiches transparentes qu'on va glisser dans les protège cartes pour améliorer des cartes dont on dispose déjà. Donc le premier c'était Mystic Veil, et le second était Custom Heroes. Oui. Custom Heroes qui est très très court, hein, c'est des parties d'une demi-heure où ça reprend le principe du trou du cul, qui est le jeu du président. Du président. Ah, tu dis oui, moi j'ai l'autre version. Alors moi il m'intéressait énormément et je savais qu'il allait arriver en Kickstarter. Oui. Donc j'avais revendu Mystic Veil en prévision. Quelle erreur. Et voilà. Et en fait quand le Kickstarter est arrivé, j'ai été un petit peu refroidi par la profusion de matériel que je trouve. Et le prix, il est très cher. Très très cher. Et du matériel pas vraiment nécessaire. Et là, typiquement, on a une boîte où, on a l'impression qu'ils ont fait un peu un concours de profondeur de boîte avec Gloomhaven. Et surtout, mais c'est la surédition à son summum, quoi. Edge of Darkness, c'est un petit jeu. C'est pas un gros jeu, c'est un petit jeu de cartes. Alors petit, j'exagère, parce que c'est quand même gamer, mais c'est pas beaucoup plus gros que Mystic Veil si vous avez eu l'occasion d'y jouer, avec des mécanismes qui sont différents. Donc le jeu
J'en dis beaucoup de bien. Oui, il est bien. L'édition, Le jeu est bien. ils ont voulu se faire plaisir et au final, ils se font plaisir surtout à eux. Alors maintenant que je l'ai, je vais le garder, mais j'imagine que vous n'allez pas le prendre. Mais moi, s'il y avait une version à 60 € sans les figurines avec une boîte qui rentre, voilà, je le prendrais. Là, je viendrai y jouer chez Martin. Voilà. Parce que j'aime bien y jouer. Et moi, j'aime pas le card crafting system, donc je vais pas acheter. Non, moi ça me fait trop de manipulation dans le jeu, je trouve que ça casse un peu l'immersion, alors, et c'est pas du tout compensé par les figurines. Ceci dit, donc non, moi j'aime pas trop. Il y a un site, je ne vais pas me revenir, mais il y a un site sur lequel on peut jouer à Mystic Val de manière donc sans manipuler les cartes, et ça marche vraiment très très bien. C'est, je pense, le deck building que je préfère en jeu en ligne. Ok, oui, en ligne. On va terminer avec Sorcerer. Sorcerer, c'est un jeu que je ne connaissais pas, qu'on m'a conseillé sur place, dans ce fameux buzz d'Essen qu'on se partage entre les allées quand on croise quelqu'un qui nous dit celui-ci c'est vraiment super, il faut y aller. C'est un jeu qui fait un petit peu penser à Smash Up. J'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer parce que dans toutes nos journées de débrief, j'étais pas encore à la table, j'étais pas levé. Voilà. Ouais. J'étais déjà couché, je crois, quand vous y avez joué. Ouais. Vous y avez joué, vous, par contre. Oui. Ah. Et d'ailleurs, on t'entendait qui criait « Maracaiboa » dans ton sommeil troublé. Voilà. C'est White Wizard Games qui a édité ce jeu et c'est un éditeur qu'on aime bien. C'est eux qui ont fait Star Realms, Epic. Oui. Hero Realms. Ouais, on vient de citer 3 fois le même jeu. Ouais. Non, Epic c'est différent. Et on aime bien après. Oui. Donc là, ils ont fait un jeu un peu plus dodu. La référence à Smash Up, dans Smash Up, on prend 2 factions, les pirates, les pingouins, on touille, on a des pirates pingouins, 20 cartes plus 20 cartes, on a 40 cartes. Ici, on va choisir un sorcier mystérieux qui va nous donner 10 cartes. On va voir quelle est sa lignée et donc quel type de pouvoir il va avoir. S'il est d'une famille de démonologistes, s'il est plutôt un petit peu vampire par sa mère, voilà, qui va faire de la magie du sang, ou s'il a tendance à ressusciter les morts en Égypte. Ça va nous donner 20 cartes, on est à 30, et pour arriver à 40, mais pas en faisant 20 plus 20, mais 10 plus 20 plus 10 pour pas vraiment copier Smash Up. On va rajouter l'endroit d'où il vient. Donc s'il vient des bas-fonds de Paris, s'il vient de Stonehenge, d'une vieille forêt, voilà, des Carpates. Et ça va nous donner 40 cartes pour avoir un deck qui va être typé de 3 manières différentes. Ensuite, il va y avoir 3... T'es en train de nous expliquer tout le jeu, là, quand même. Oh mince. Il va y avoir 3 zones dans lesquelles on va se battre, s'affronter avec ces minions. Et là, encore une fois, on va jouer des créatures ou lancer des sorts, et ça va rappeler un petit peu Smash Up. Mais ça s'arrête là, la ressemblance. Les sensations de jeu sont complètement différentes. C'est plus complexe, il y a plus de combos à construire, il y a des dés, il y a une gestion de mana, un tour d'action un peu plus long, mais j'aime bien et je pense le prendre. Tu penses le prendre, ok. Après, moi je préfère jouer à Epic pour des sensations de jeu quasi les mêmes, mais avec beaucoup plus de dynamisme du même éditeur. Ok, moi je l'ai, mais j'ai hâte d'y jouer, je peux pas vous en dire plus pour le moment. On a fait le tour. Je pense que la vidéo est très très longue et j'espère qu'on vous aura donné un bon ressenti de tous ces jeux. On ne vous encourage pas à tout acheter, mais si jamais vous avez réussi à piocher 1 ou 2 jeux qui étaient susceptibles de vous intéresser et qu'on vous aura aidé à faire un choix, c'est que notre vidéo aura été utile. On essaiera de faire un article écrit. On fera également un article écrit pour accompagner. Il arrivera peut-être un tout petit peu après parce que moi il faut que j'ai le temps. Il faut que j'ai le temps de tout faire. Voilà, on vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo assez rapidement, pour les vidéos news qui vont reprendre avec une petite coupure entre les deux, et puis pour Cloudspire on va faire une vidéo spécifique sur Cloudspire dès qu'on arrive à se croiser. Ouais. Et on a le droit d'aller dormir maintenant. Maintenant on va dormir un petit peu, on va travailler un petit peu parce qu'il faut rembourser tout ce qu'on a dépensé. À bientôt. Au revoir à tous.